6 mars 2021 se tiendront les élections législatives en Côte d'Ivoire dans un contexte post-présidentiel avec un perceptible apaisement. Cet apaisement résulte des accords signés entre le pouvoir en place et la plateforme de l'opposition dans le cadre du dialogue politique. Pouvoir et opposition en lice pour un scrutin auquel participent les forces politiques les plus significatives. La Commission électorale indépendante, la CEI, annonce 1587 candidatures. Pourquoi autant d'engouement? Pourquoi les femmes sont quasi absentes de la liste de compétition? Doit-on y voir le retour à l'ordre constitutionnel? Faut-il craindre des violences? Quels sont les véritables enjeux des législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec M. Saïd Panda. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Vous êtes journaliste d'investigation, analyste politique. C'est bien ça, madame. Très bien. Alors, il va nous rejoindre tout à l'heure. M. André Silver-Conan sera là tout à l'heure. Nous avons M. Aristide Kenda Kenda. Bonsoir à vous. Bonsoir, Marielle. Merci d'être là. Merci, Marielle. Journaliste éditorialiste également. C'est bien ça. Et M. Félix Bonny. Bonsoir, M. Félix Bonny. Bonsoir, Marielle. Très bien. Journaliste éditorialiste. Exact. Très bien. Alors, ces personnes avec nous pour en parler, pour décrypter tout cela. Mais juste avant d'en arriver à vous, nous allons écouter ce commentaire de Flora Ballot qui nous résume largement le contexte des élections législatives qui suscitent tant d'engouement. Et juste après, on s'adresse à eux. La Commission électorale indépendante, CEI, déclare être prête pour cet autre scrutin électoral. Les législatives sont donc programmées pour se tenir le 6 mars prochain. Avant ce rendez-vous, les différents états-majors affûtent leur stratégie. Qui seront ceux qui réussiront à convaincre les électeurs afin qu'ils leur accordent leur suffrage? Un suffrage qui revêt un enjeu de taille. En effet, cette élection est fondamentale car, dans une démocratie, l'élection du président de la République n'est qu'une partie du jeu électoral. Si l'on se réfère à l'adjectif législatif, qui vient du mot latin legislator, il signifie celui qui fait des lois. C'est dire combien ces législatives sont décisives. Elles permettent au pouvoir en place d'asseoir une majorité qui l'aidera dans sa gouvernance. Et pour l'opposition, qui n'adhère pas toujours à cette gouvernance, c'est l'occasion de faire valoir un contre-pouvoir. Ces élections qui ont lieu tous les 5 ans permettront d'élire des représentants du peuple. Ce sont les députés. Réunis à l'Assemblée nationale, ils auront à proposer et voter des lois. Le député est le représentant du peuple à l'Assemblée nationale et dans sa circonscription. Son rôle, également, voter le budget de l'État, faire progresser la législation, voter des lois, qu'il s'agisse de projets de loi préparés par le gouvernement ou de propositions de loi qu'il a lui-même déposées. L'élu, qui appartient généralement à un groupe politique, peut interroger directement les ministres par écrit ou à l'oral sur les questions qui concernent notamment la politique de son ministère. L'élu peut aussi proposer une commission d'enquête. Pour mener à bien ces missions, chaque député a sa place réservée à l'Assemblée nationale. On parle de siège. Comme on le constate, la démocratie fait bien la répartition du pouvoir entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Les élections législatives sont donc importantes, quelles que soient vos idées. Ces élections viennent compléter celles du président de la République. Très bien, messieurs. Alors, le contexte est campé. Alors, première des questions que je vais vous poser, est-ce que nous sommes prêts? Alors, je vais d'abord m'adresser à M. Félix Bonny. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts pour les législatives? Absolument, je crois qu'il n'y a rien qui bloque actuellement, d'autant plus que toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire, pour la première fois, en tout cas de ma mémoire de journaliste, c'est la première fois que toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire sont aussi disposées à participer à une élection législative dans ce pays. La CEI, il n'y a plus de contestation. Ceux qui n'étaient pas de la CEI ont intégré la CEI. Au niveau des moyens financiers, on n'a pas de souci de moyens financiers. Juridiquement, toutes les dispositions ont été prises et tout le monde est d'accord autour de ces dispositions pour aller à ces élections. Nous sommes bien prêts. Je pense que les gens sont déjà en pré-campagne. Ça se sent déjà, on est déjà dans la fièvre de ces élections.
On attend que cela, pour que la démocratie triomphe. Très bien. Monsieur Aristide Kalakanda, vous avez le même point de vue? Oui, bien évidemment. Vous savez que nous sommes dans une période post-présidentielle. Avec tout ce que Félix vient de dire, nous sommes dans des conditions optimales pour qu'on aille à ces élections législatives, surtout que l'opposition qui revient dans le jeu démocratique a envie, comme on l'a dit dans l'élément, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour essayer de jouer son rôle de contre-pouvoir. Sauf que, est-ce que la réalité sur le terrain va leur donner raison? Voilà, donc tout est prêt, tout est fin prêt et tout le monde est d'accord, surtout qu'on sort d'un dialogue politique où tout le monde est quasiment d'accord sur les points retenus lors de ce dialogue politique. Donc, les jeux sont ouverts et nous allons sûrement vivre des moments importants de bataille électorale. Très bien, d'accord. Monsieur André Silva Konan, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous nous prenez en cours. La question essentielle était de savoir est-ce que vous pensez que l'on est prêt, que les populations sont prêtes, que les politiques également sont prêts pour cette échéance du 6 mars? Les populations sont presque toujours prêtes. La difficulté vient très souvent des politiques et je pense que pour une fois, en tout cas depuis 10 ans, peut-être même avant, parce que quand même en 2000, les dernières élections locales, sinon pas forcément présidentielles, mais les dernières élections auxquelles toute l'opposition avait participé remontent quand même en 2001, lors des élections des conseils départementaux, c'est comme ça que cela s'appelait avant. Et depuis lors, hormis la présidentielle de 2010, on n'avait pas vu toute l'opposition et les partis au pouvoir aller comme ça aux élections. Donc, cela augure de bons moments. J'ai envie de dire, on pourrait vivre de bons moments de politique en Côte d'Ivoire. Seulement, le terrain me fait craindre autre chose. Très bien, on va revenir là-dessus tout à l'heure. De bons moments, vous pensez également que l'on est prêt, M. Saïd Penda, mais j'étends un peu la question en vous posant ceci. Par rapport à l'échiquier des forces en présence, si vous devez définir un peu cet échiquier, quelles sont les forces en présence aujourd'hui? Disons que les prochaines législatives vont clairement opposer un parti présidentiel hyper dominant face à une opposition qui, malgré sa volonté annoncée d'aller en rang serré, s'est retrouvée confrontée à des réalités d'antagonisme du terrain. Et donc finalement, l'opposition ne va pas aussi en rang aussi serré que peut-être nous qui sommes des fanatiques d'un jeu démocratique avec des joutes électorales très disputées, va nous laisser quelque peu sur notre faim. Donc on part dans un contexte d'un parti présidentiel, d'un parti au pouvoir hyper dominant face à une opposition qui finalement va à ces élections avec d'énormes obstacles sur lesquels nous allons sûrement revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement. Alors, dites-nous, messieurs, les présidentielles ont été boycottées. Et aujourd'hui, il y a cet engouement, cette ruée vers les législatives. Qu'est-ce qui pourrait justifier cet engouement soudain, M. Bonny? Cet engouement, je crois que c'est un engouement qui s'impose aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition. Le pouvoir, dans tous les cas, il y a de la dynamique d'aller à des élections et puis éventuellement, après l'exécutif, le second pouvoir pour pouvoir gouverner, c'est bien le pouvoir législatif, c'est-à-dire disposer d'une majorité pour gouverner sereinement. Et le pouvoir est dans cette dynamique, évidemment, de chercher à gagner les élections législatives pour gouverner sereinement. Pourquoi l'opposition? Parce que la question qui se pose, cette question, l'engouement, c'est spécifiquement au niveau de l'opposition. Cette opposition qui n'a pas participé aux élections présidentielles du 31 octobre. Pourquoi cet engouement? Pourquoi cette ferveur pour les élections législatives? Je pense que l'opposition n'a pas de choix. D'autant plus que les élections présidentielles, quoi qu'elles aient été boycottées, le président élu a été reconnu par la communauté internationale. Du coup, que vous veniez participer aux autres élections ou pas, les choses vont se dérouler avec ou sans vous. Et cette opposition n'a d'autre choix, si elle veut continuer à vivre,
que de participer aux élections législatives et tenter bien évidemment de gagner les élections législatives pour pouvoir contrôler l'exécutif. Vous savez que les 2 mandats du député, c'est le vote des lois, et puis l'autre mandat, c'est évidemment le contrôle de l'exécutif. Ils ne peuvent pas, cette opposition ne peut pas se payer le luxe de laisser l'exécutif avoir entre les mains les manettes de l'exécutif et les manettes également du législatif. Parce que ça sera, je dirais, ce sera le souci de cette opposition. Donc elle va à ces élections pour tenter de les gagner et essayer d'avoir même la majorité pour contrôler l'exécutif et pouvoir éventuellement être un véritable contre-pouvoir, comme la consoeur l'a dit tantôt dans le reportage qui est passé tantôt, être un véritable contre-pouvoir pour ne pas que l'exécutif dispose aussi bien des manettes de l'exécutif et du législatif pour devenir finalement un pouvoir inattrapable, un pouvoir qu'on ne pourrait plus contrôler. Donc voilà un peu pourquoi l'opposition qui a tenté de s'unir et qui n'a pas pu finalement s'unir, a jeté tout son dévolu sur ce scrutin pour sauver quand même le peu de présence, je dirais même de pouvoir qu'elle peut sauver. Très bien. M. André Sylvain-Conon, vous avez un avis différent? Pas forcément, mais pas tout à fait. La première chose, c'est que cette division de l'opposition est quelque peu factice. Je dirais même stratégique. Voyez-vous, en réalité, il y a comme une volonté du PDCI, d'Henri Konan Bédié et FPI Gore, on va dire EDS pour faire bien, du président Laurent Gbagbo, de former un duo, on va dire au détriment des autres petits partis politiques qui auraient bien voulu profiter justement de ces élections pour avoir une légitimité sur le terrain, ce qui n'était pas très évident. Parce que, quel que soit ce qu'on dira, je pense que les autres partis politiques, les petits partis politiques, comme on dit, n'auront pas une grande présence en termes d'élus. De ce fait, le PDCI et EDS jouent bien leur rôle. Voilà, c'est une opposition, je vais dire, c'est une division vraiment factice, sauf dans un cas, par exemple, celui de Gagnois, où Marie-Odette Lorognon du FPI a refusé de retirer sa candidature face au candidat du PDCI, le député sortant, Maurice Kakou-Gikaye. Alors, évidemment, on voit que dans certaines circonscriptions où le RHDP était déjà présent, ils se sont bien gardés d'aller en rang dispersé. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, pour moi, l'opposition a un beau jeu de penser qu'elle pourra contrôler le Parlement. C'est beau jeu pour elle. Mais nous sommes dans un régime présidentiel fort. De sorte que, quand bien même les partis au pouvoir partent en tant que favoris, parce que rappelez-vous, l'opposition n'a pas présenté de candidat sur toute l'étendue du territoire. Donc, une bonne partie de la moitié nord du pays, le RHDP part déjà avec l'assurance de pouvoir remporter ces circonscriptions. Donc, quand bien même l'opposition remporterait la majorité au Parlement, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, l'autre échéance serait la présidence de l'Assemblée nationale. Et cela, c'est une autre bataille. Je dis bien, quand bien même l'opposition remporterait la majorité. Oui. La présidence de l'Assemblée nationale est une autre bataille qui ne pourrait peut-être pas être remportée par l'opposition, même si elle gagnait la majorité, parce que nous sommes dans un contexte ivoirien où les papillonnages, la transhumance, en quelques instants, ça peut faire basculer beaucoup de choses. Autre chose, c'est que le président Alassane Ouattara a gouverné par ordonnance, même quand, dans certains cas, même quand le RHDP, donc le PDC et le RDR étaient unis, même quand ils contrôlaient à 95% du Parlement, l'Assemblée nationale, le président Alassane Ouattara gouvernait souvent par ordonnance, ce qui lui permet la Constitution et ça n'a pas changé. D'accord, très bien. Ça, on va y revenir tout à l'heure sur un peu
les conséquences si le parti au pouvoir est majoritaire et les conséquences si l'opposition serait majoritaire. Mais là, Monsieur Saïd Penda, selon vous, l'opposition va en rang serré ou ce n'est qu'une illusion? Non, je pense qu'il ne faut pas essayer de donner des fausses impressions sur le plateau. Clairement, même à travers les déclarations qui sont publiques, l'opposition va en rang dispersé. On a beau essayer de dire sur ce plateau que le FPI et le PDCI ont déployé une stratégie commune. Ce n'est pas du tout ça que nous constatons sur le terrain. C'est bien beau aussi de parler du cas des Gagnois, où le FPI Gbagbo a refusé de céder un siège au PDCI, mais il y a le cas de Yamoussoukro aussi, où c'est le FPI qui demandait des sièges au PDCI, et là, le PDCI a dit niet. C'est faux. Donc, ça, c'est des cas quand même qui illustrent le fait que cette opposition, comme nous sommes presque unanimes à le dire sur ce plateau, va en rang dispersé. Mais il y a beaucoup d'autres obstacles. Peut-être qu'on va y revenir. Je ne sais pas si c'est le moment déjà de parler des autres obstacles qui font que cette opposition va quand même avec énormément de retard face au parti présidentiel. Ces obstacles, c'est quoi? C'est d'abord le fait que l'opposition, ça il ne faut pas l'ignorer, avait appelé à boycotter la révision des listes électorales. Ça veut dire que l'opposition part avec un retard d'à peu près 1 million d'électeurs. Le million d'électeurs qui s'est ajouté à la liste électorale des élections passées, ce sont quasiment des électeurs du RHDP, du parti présidentiel. Ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est le fait, le confrère André Silver l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que l'opposition n'a pas présenté des candidatures dans toutes les circonscriptions électorales. D'accord. Mais malgré ces obstacles-là, il y a beaucoup, ils ont des chances. En fait, ils ont des chances, d'où l'intérêt d'y aller. Ça veut dire qu'il y a quand même des postes à briguer et puis il y a un poids certain à pouvoir asseoir. Absolument, l'opposition va remporter certains fiefs. Il y a des fiefs, à mon avis, où l'opposition est pratiquement imbattable. Ce serait très très difficile, par exemple, pour le parti présidentiel de déboulonner Pascal Affi-N'Guessan dans son fief. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Donc, oui, l'opposition va remporter des sièges, mais le poids de l'opposition sera relativement faible. On peut imaginer que dans la configuration du prochain Parlement, le RHDP remporterait probablement plus de sièges que dans l'actuelle législature. D'accord, très bien. L'engouement, Mariem, avant de revenir à l'engouement, je voudrais quand même revenir sur ce que André Sivek-Ono a dit, parlant de cette opposition qui serait peut-être unie au niveau du FPI-GOR, je veux dire EDS comme lui-même l'a dit, pour bien le dire, et le PDCI. Il faut quand même qu'il y ait une exigence de la persuasion éthique. Vous savez, on ne peut pas concevoir dans un champ politique où vous êtes d'obédience politique différente, que le PDCI et le FPI se mettent ensemble parce que ce sont deux partis vraiment diamétralement opposés sur le plan idéologique. Très bien. Déjà, ça, c'est ce constat. Donc, quand on consulte quelque chose qui n'est pas vrai, ça donne toujours des faux résultats. Ensuite, vous voyez en filigrane, l'opposition revient dans le champ politique parce que l'opposition a compris que la méthode utilisée pour la présidentielle n'était pas la bonne. La politique de la service, la politique de l'école politique buissonnière. L'opposition revient, mais avec en filigrane le fait de dire que c'est un deuxième tour de la présidentielle, alors que ce n'est pas vrai. Parce que pour beaucoup, ils pensent qu'en venant avec cet engouement, c'est justement pour gagner des sièges, aller à l'Assemblée nationale, pour donc contrôler le Parlement et devenir un contre-pouvoir du pouvoir exécutif. Sauf que nous sommes, comme l'a dit André Sivek-Ono, dans un régime présidentiel, et même on dit souvent présidentialiste. Ce qui se passe, c'est que, et Saïd Penda l'a dit, l'opposition va avec on peut dire deux handicaps. Handicap, oui. Il y a un, le fait qu'ils ont perdu le temps à ne pas à former les masses, à ne pas faire la politique correctement. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils veulent se rattraper. Donc, aujourd'hui, ils viennent pour donc construire quelque chose qu'ils vont expérimenter déjà un peu et
exploiter en 2025. C'est pour ça qu'ils sont là. Deuxième chose, il y a eu le boycott donc, de ces enrôlements qui fait que vous ne pouvez pas, dans la démocratie libérale, c'est une personne, une voix. Quand vous avez un retard dans les inscriptions sur les listes électorales, vous ne pouvez pas donc espérer aller et gagner. Ensuite, il y a un autre handicap, c'est le maillage territorial. Et André Sylvain-Conan l'a dit, je crois que c'est Saïd qui l'a dit, ils ne sont pas partout. Et à partir de ce moment, si vous n'êtes pas partout, alors qu'aujourd'hui même, le RHDP a investi tous ses candidats sur tout le territoire, à partir de ce moment, et d'ailleurs, je crois que c'est André Sylvain-Conan qui dit que dans une bonne partie, le RHDP n'est pas vainqueur. Ce que l'opposition peut faire pour se rattraper, c'est d'insister sur l'exigence de la persuasion éthique. Il faut qu'on ramène l'éthique au centre du débat politique pour ne pas renvoyer une dissonance cognitive aux populations parce qu'on fait des alliances contre nature. Très bien. Alors, quand je vous écoute parler, vous êtes au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il y a des problèmes en ce qui concerne l'opposition pour pouvoir rattraper le retard. Vous êtes au moins d'accord là-dessus. Absolument. Mais est-ce qu'on devrait craindre des violences? Parce que quand on vous entend, il y a problème. Est-ce qu'on devrait craindre des violences? Oui. D'abord, permettez-moi de relever que Pascal Affi-N'Guessan n'est pas candidat pour ces élections. Il n'est pas candidat, contrairement à ce qui a été dit. Et le FPI, à ma connaissance, n'a pas présenté des candidats non plus à Yamoussoukro. Le FPI Gore, on va dire, n'a pas présenté des candidats à Yamoussoukro. Donc ça, ce sont des choses qu'il fallait que je relève. La deuxième chose, c'est que, oui, moi je crains, quand bien même je ne le souhaite pas, je crains vraiment qu'il y ait des violences. Je répète, je ne le souhaite pas. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que nous avons un rapport à la démocratie qui est assez problématique. Vous voyez, quand vous écoutez certains discours politiques venant de tous les camps, n'acceptant pas forcément la compétition. Par exemple, il y a des pressions sur des candidats indépendants, il y a des déclarations tendant à estimer que ici c'est mon fief, donc tel n'aurait pas le droit et tout cela. Donc notre rapport à la démocratie demeure problématique. Mais rappelez-vous, lors des élections locales de 2018, qui se sont passées intramuros, donc entre le PDCI et le RDR, ils étaient encore, c'est vrai qu'à ce moment on partait un peu vers la division, mais ils étaient encore au moins unis. Mais malgré cela, il y a eu 5 morts. Au moins 5 morts qui ont été passés par pertes et profits. Parce que, sauf erreur de ma part, jusque-là, l'on ne m'a pas dit, l'on n'a pas fait de point quant à l'avancée des enquêtes. Donc, je crains que cette propension à ne pas accepter le jeu démocratique, cette propension à proscrire la transparence venant de certains candidats, me porte à craindre. Quand bien même je pense que la justice devrait faire son job, devrait être là pour empêcher un certain nombre de débordements. Non. Très bien. Non, moi je pense, André Sylvain-Conan, il faut qu'on soit quand même assez précis. Avec l'évolution depuis la présidentielle, on a vu après le dialogue politique, au sortir du dialogue politique, tous les partis, alors qu'à l'époque, ils refusaient de signer les documents. Aujourd'hui, ils ont signé. On a vu les images tout à l'heure lors du premier élément. On a bien vu Ils ont toujours signé des documents. Oui, mais au moins, on est sûr que cette fois-ci, les gens vont tous d'accord pour aller à cette élection. Nous ne sommes que ce que nous pensons absolument. Nous sommes ce que nous pensons. Si nous commençons à penser qu'il va y avoir des violences, il y aura des violences. Mais si nous nous alignons dans ce qui a été fait jusque-là, et d'ailleurs, remarquez bien, pourquoi est-ce que le dialogue a réussi? C'est parce que c'était autour d'un homme qui concentre, qui impulse, qui cristallise le consensus. C'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quand vous regardez bien dans la société ivoirienne d'aujourd'hui, tout le monde vous dit, de tous les bords, oui, nous, on se ressent, on le ressent. Donc,
il y a quelque chose qui est en train de naître. Je l'avais dit sur notre plateau qu'après le 31 octobre, il y aura un miracle en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est en train de se produire. La preuve, c'est que, vous avez vu depuis un certain temps, il y a des troubles lorsqu'il y a des discours de violence de la part des leaders. Lorsque le leader s'aligne, à partir de ce moment, les militants aussi s'alignent. Donc, nous sommes dans une période croissante d'accalmie. Donc, nous devons nous inscrire dans cette dynamique et ne même plus penser aux violences. C'est quand vous pensez aux violences que les violences viennent. D'accord. Mais d'un autre côté, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire la différence entre le fait que les populations, il y a des personnes qui sont agressives de nature, et puis quel que soit le mot d'ordre, ces personnes ont tendance à aller trop loin. Parce que comme M. Sylvain, qu'on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on a relevé, c'est que il a peur des violences dans le sens où peut-être que, quel que soit le mot d'ordre du leader, il y a toujours des personnes esselées ou en groupe qui font un peu de grabuge. Est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, quels que soient les mots d'ordre qui vont être donnés, s'il y a un relâchement par rapport à la sécurité, parce qu'il y a des zones dont vous avez parlé où il y aura forcément un peu de bruit, rien que par rapport aux candidats qui se présentent. Mariam, on ne craint pas les débordements. Mariam, vous avez parlé de sécurité. On doit saluer ici le général Apalo. Vous avez vu pendant la campagne électorale et pendant la pré-campagne, campagne présidentielle, lorsqu'il y a eu des troupes, le général Apalo, quand il descendait sur le terrain, au lieu d'avoir la répression, il avait fait ce qu'on appelle l'optimisation du dialogue citoyen-force de l'ordre. Et c'était une démarche pédagogique impulsée par la hiérarchie. C'est une méthode Alassane Ouattara. Et le président Ouattara a compris que les erreurs du passé ne doivent pas continuer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une autre phase. Et le fait que l'opposition ait compris et que l'opposition soit revenue dans le jeu politique, c'est une très bonne chose. Et nous l'avons toujours dit, lorsque l'opposition pose des actes nobles, nous devons saluer cela. Et nous sommes en train d'entrer dans une phase extraordinaire, et je crois que Saïd Penda l'a dit, nous souhaitons qu'il y ait vraiment cette bataille électorale démocratique dans la démocratie libérale et non dans la démocratie libérale. Parce que les démocrates illibéraux sont ceux qui profitent des circonstances, des règles de la démocratie libérale et sèment le trouble lorsque ça ne les arrange pas. Très bien, on est dans un contexte apaisé, pas de violence, on l'espère en tout cas. Bon, écoutez, moi j'essaierai quelque peu nuancé sur cette question. Mais avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut très clairement, il y a eu des déclarations des opposants, notamment d'une responsable du FPI, ça a circulé, c'est notoire, qui démontrait que oui, dans certaines localités, le PDCI n'a pas joué le jeu, c'est notoire, c'est public. Et donc, cette alliance annoncée à grande pompe de réconciliation stratégique de l'opposition, ça s'est révélé n'être qu'un flatus vocis. C'est une sorte de slogan. Je voulais faire cette clarification pour qu'on passe à d'autres choses. Maintenant, sur cette question de violence, j'essaierai quand même nuancer. Et en tant qu'observateur, nous avons quelque part aussi le devoir d'attirer l'attention. Nous sommes quelque part des sentinelles de la société. Il pourrait y avoir quelques violences, quelques frustrations, mais c'est vrai, pour rassurer mon confrère Aristide, le traumatisme de la dernière présidentielle nous fait quelque part peur. Il n'y aura pas de violences comme en octobre. Ce n'est pas du tout le même scrutin, mais je pense que nous serons dans une sorte d'optimisme un peu débordant si nous pensons, si nous affirmons qu'il n'y aura absolument rien. Localement, et parce que, comme Aristide et le confrère l'ont dit aussi au début, parce que certains opposants, certains hommes politiques jouent quelque part leur survie. Ça va être très disputé et ça peut générer certaines frustrations localement. Donc, je serai assez nuancé. Je ne pourrais pas être aussi affirmatif pour dire qu'il n'y aura rien du tout. Très bien. Avant de vous donner la parole, vous êtes des journalistes émérites sur le plateau et vous avez ce rôle d'éducation, d'encadrement, de motivation, de démotivation par rapport au grand public. Alors,
nous avons un élément de reportage à vous faire écouter et puis à faire écouter également au grand public. C'est le ministre de la Réconciliation nationale qui adresse un message extrêmement fort. Je vous propose de l'écouter. Bientôt, c'est les élections législatives. Je ne souhaite pas que cela ressemble à ce qu'on a déjà vu. C'est surtout pour ça que je crois que notre rencontre a son sens. Je veux que vous m'aidiez à accompagner ce processus de sorte que ces élections se déroulent dans la paix, dans la calmie, dans le calme, et qu'il n'y ait pas un seul mort, et que les Ivoiriens désignent ceux qu'ils pensent aptes pour les représenter à l'Assemblée nationale, de sorte que la Côte d'Ivoire démontre encore à la face du monde que c'est un pays de paix, c'est un pays de démocratie, et quand nous le voulons, nous le pouvons. Croyez-moi, je suis conscient que la réconciliation n'est pas une mince affaire et pourtant elle s'impose à nous. Je suis conscient qu'il y a eu avant moi beaucoup de tentatives qui n'ont pas forcément été couronnées par le succès qu'on attendait, je suis conscient. Mais on ne va quand même pas être pessimiste et penser qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas réussir une telle initiative. Parce que justement, les premières fois n'ont pas été fructueuses. Nous devons nous arranger et faire en sorte que cette fois, elle soit la bonne. La Côte d'Ivoire est obligée, les Ivoiriens ont... Moi, je parcours la Côte d'Ivoire, partout où je suis passé, je n'ai jamais eu le sentiment que les Ivoiriens se vouent une telle haine au point où on puisse penser que c'est une mission impossible. Non. C'est vrai, il y a eu 2 tentatives, mais cette fois, j'ai la ferme conviction qu'on va y arriver. On va y arriver parce que je sens une volonté politique de part et d'autre qui accompagne le processus. Parce que je sens aussi que tout le monde commence à être fatigué. Tout le monde est fatigué. Alors cette ferme conviction de Monsieur le ministre, vous la partagez? Je vais bien partager cette ferme conviction de Monsieur le ministre, qui est également la conviction de Aristide, qui n'est pas totalement partagée par Saïd, parce que il ne faudra pas être péremptoire en matière de violence, parce qu'on ne peut imaginer, on ne peut se mettre à la place d'autrui pour éventuellement dompter la violence qui est innée, comme vous l'avez dit tantôt, en certains individus. Et puis le passé est tout à fait récent encore pour qu'on puisse déjà penser que tout est tué et qu'on tourne la page. L'engouement à ces élections suscite un enjeu très important. Et parfois, cet enjeu peut même susciter des violences. Parce qu'il y en a, Saïd l'a dit tantôt, il y en a qui jouent leur suivi politique. Et quand on joue sa suivi politique, parfois on va jusqu'au refus même de la réalité même des urnes. On a vu le cas de Grand Bassam qui s'est passé aux élections municipales passées. Et on a vu le cas du plateau. Mais Aristide, ce n'est pas parce que les forces de l'ordre ont failli. Les forces de l'ordre étaient bien présentes lorsqu'il y a eu ces violences. On l'a vu dans les images qui sont passées. On a vu que les forces de l'ordre étaient là. Mais ces forces de l'ordre ont joué un rôle un peu très républicain, en ne se montrant pas aussi violents envers les populations. Mais on a vu des urnes qui ont été emportées par des gens tout. Ces exemples sont encore récents. Mais encore, on a encore les rancœurs du 31 octobre. Le 31 octobre, il y a seulement quelques mois. Donc, il y a des gens qui y vont avec la rancœur. C'est vrai, il y a tout cet engouement, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui habite certaines personnes, ce qui habite le cœur de certaines personnes. Tout ça, ça peut nous ressurgir encore à la surface. Et c'est pourquoi j'apprécie quand même l'appel du ministre de la Réconciliation, parce qu'au-delà de tout, c'est notre pays. L'Assemblée nationale, c'est les représentants du peuple qui vont pour qu'on se porte tous mieux. Celui qui va être élu là-bas dans une circonscription, ce sera toujours un Ivoirien, qui va aller pour discuter des lois pour que nous nous sentons mieux. Donc, moi, j'emboîte le pas au ministre de la Réconciliation pour appeler également les Ivoiriens à l'apaisement par rapport à cette situation. Mais bien avant que je termine sur cette question, permettez que je fasse quand même quelques petites observations sur ce que mes prédécesseurs, mes confrères ont dit. André, je ne suis pas d'accord quand on parle d'une opposition, division factice de l'opposition. Il y a une division au sein de l'opposition. Le FPI de Gbagbo et le PDCI vont ensemble. Le FPI d'Afingé-San, je vais vous donner les chiffres que j'ai pu recueillir juste quelques instants avant que je n'arrive sur ce plateau. C'est-à-dire que le PDCI a 146 candidats selon ce que j'ai pu recueillir avant que j'arrive ici. Et le EDS de Laurent Gbagbo a 103 candidatures. Et on a le FPI d'Afingé-San qui en a 82. EDS et PDCI ont 73 autres candidatures ensemble. Je prends le cas de Yopougon. Il y a une candidature EDS-PDCI qui va affronter une autre liste FPI, COGEP, AGI, UDPCI,
tout ce groupe, c'est une division qui n'est pas factice, qui est une réalité au sein de l'opposition. Et je pense que cette opposition traîne encore les gènes de sa propre autodestruction, comme elle a eu à le faire en octobre, le 31 octobre passé. Cette opposition était tout sauf unie, parce que les gens y allaient avec leur calculette en main, chacun avait son intérêt qu'il calculait, et chacun voulait profiter de l'occasion, j'allais dire profiter de son partenaire, son allié de circonstance, pour pouvoir émerger. Ça a donné le résultat que ça a donné. Et aux élections législatives, moi je crois que c'est le véritable boulet que traîne cette opposition. Mais je ne suis pas aussi d'accord avec le retard. Parce qu'on ne peut pas a priori dire que la liste électorale, les 1 million de personnes qui se sont inscrites sur la liste électorale sont des militants du RHDP. J'ai vu que le PDCI se battait pour faire inscrire des personnes sur la liste électorale. J'ai vu d'autres formations qui essayaient de se battre pour s'inscrire. Et puis l'engouement actuel, n'oublions pas que la liste électorale n'est passée en 10 ans, n'est passée que de à peine 1 million. C'est-à-dire on est passé de 6,3 millions à 7,5 millions. Ça n'a pas trop évolué. Et les cartes d'électeurs sont là. Le fait que des gens sentent que leur leader au niveau du FPI va venir en Côte d'Ivoire, ça les motive à aller voter. Donc ne croyons pas que ce soit du retard. La logique électorale, parfois, elle échappe véritablement, et surtout quand on est dans des élections qui sont locales. Ce seront des individus face à leur population. Le vécu de chacun face à son peuple. Donc ces élections-là, a priori, on ne peut pas donner des résultats pour dire le pouvoir va avec plus de chances ou l'opposition va avec moins de chances. Parce qu'on a vu le nombre de candidats que chacun a, finalement, quand on va regrouper les voix de part et d'autre. Je veux dire les candidatures de part et d'autre. C'est vrai, le RHDP a pu avoir 255 candidats sur tout l'ensemble des sièges. C'est déjà un atout. Maintenant, l'opposition, avec ses divisions, va avec un boulet qu'elle traîne. Est-ce que ce boulet-là ne va pas jouer contre cette opposition? Je pense que c'est la véritable question qu'on doit se poser actuellement. Très bien. Alors, je veux vous permettre de répondre. Ça me donne l'opportunité de poser cette question suivante. Il y a deux options de toutes les manières. L'opposition est majoritaire ou le pouvoir en place est majoritaire. Il n'y en a pas trois. L'opposition est majoritaire. Quels sont, selon vous, les risques et les conséquences? Je pense qu'on aurait la réponse. Oui, absolument. Mais permettez que je revienne rapidement sur la déclaration du ministre de la Réconciliation qui a dit autre chose qui n'a pas été relevée là. C'est qu'il préfère des élections mal organisées à une guerre civile. Et ça rappelle un peu cette citation, je vais dire, euphorique du président Félix Houphouët-Boigny qui disait qu'il préférait l'injustice au désordre. Ni l'une ni l'autre n'est bonne. Voilà. Une élection mal organisée peut aboutir tôt ou tard à une guerre civile. Et d'ailleurs, cela fait partie justement des remèdes que je préconise, la transparence. Et cette transparence est une responsabilité de ceux qui organisent les élections. En 2018, Félix l'a dit, en 2018, quand vous prenez le rapport de la Chambre administrative, eh bien, la Chambre administrative a mis en cause certains responsables de la Commission électorale indépendante. Donc, une élection mal organisée n'est pas bonne tout autant qu'une guerre. Cela dit, je pense que finalement, ils disent la même chose. Vous dites absolument la même chose. J'ai dit, le PDCI et le FPI GOR, qui représentent une importante majorité de l'opposition, ont décidé, sur le dos des autres, bien sûr, de se lancer à deux dans la plupart des circonscriptions, sauf à Gagnoa. C'est une division factice. Parce que, mine de rien, vous ne demanderez pas, par exemple, au PDCI et au FPI d'associer un candidat de leader à Yopougon, où, par exemple, le FPI peut peut-être gagner seul face au RHDP, ce qui n'est pas forcément évident, d'autant qu'il y a des députés sortants, dont un ministre, qui sont là et qui travaillent depuis 10 ans et qui entretiennent un électorat. En fait, on dit pratiquement la même chose. Pour répondre très précisément à votre question, il y a des avantages que l'opposition remporte la majorité. C'est le jeu démocratique. Voilà. Et moi, je suis un partisan de la promotion des contre-pouvoirs. Il est important que le pouvoir exécutif
joue son rôle parce qu'il ne l'a jamais joué en Côte d'Ivoire. Alors je dis bien jamais. Autant sous le président Félix Houphouët-Boigny, c'était vraiment tout passait comme lettre à la poste, autant sous le président Laurent Gbagbo, où juste après la rébellion de 2002, on est parti à des arrangements pour les lois de Marcoussis et tout cela. Autant entre 2011 et 2018-19, quand le PDC et le RDA étaient unis, alors le Parlement, l'Assemblée nationale, n'a, à mon avis, je peux me tromper, n'a jamais joué son rôle de contre-pouvoir. Et je vous donne des exemples, je cite des exemples. Vous ne verrez pas, comme on le voit par exemple en Europe, des députés qui sont spécialistes de certaines choses. Sur la question, par exemple, de l'éco, quel député aujourd'hui est spécialiste de la question? Sur la question du terrorisme, quel député aujourd'hui est spécialiste de la question? Bon, bref, voilà. Et donc, pour moi, l'avantage, c'est qu'il y aura une sorte de contre-pouvoir, quand bien même, je l'ai dit ici, nous sommes dans un régime présidentiel assez fort et qu'il faut compter tout de même avec la transhumance. En 24 heures, je connais des gens qui pourraient basculer. De l'autre côté, il y a effectivement des inconvénients parce que l'opposition, qui a une revanche à prendre, par rapport à la présidentielle et avec sa stratégie désastreuse de la mise en place du CNT, de la désobéissance civile. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Soro lui-même qui admet donc une faillite de stratégie. L'opposition a une revanche à prendre. De ce fait, je crains que, en remportant la majorité, justement, cela aboutisse à une sorte de blocage, de tentative de blocage de la gouvernance, quand bien même, je le répète, nous sommes dans un régime présidentiel et que même cette éventualité ne peut pas empêcher le président Alassane Ouattara de diriger. Très bien. Alors, qui veut réagir là-dessus? Allez-y. Non, je voudrais juste dire que sur la question de savoir si... c'est vrai, nous faisons là de la politique fiction, quelque peu, parce que bon, tout le monde est unanime autour de cette table pour dire que l'opposition est beaucoup trop faible pour pouvoir remporter. Mais nous faisons de la politique fiction. Même en se mettant même dans ce scénario, il restera le fait que la Côte d'Ivoire, ça a été dit, est un régime présidentiel, mais vraiment un régime présidentiel fort, un peu comme aux États-Unis. Parce que ça arrive fréquemment, par contre, aux États-Unis, que le président ne puisse pas avoir la majorité au niveau des deux chambres du Parlement. Mais aux États-Unis, quand ça arrive, que le Parlement ou alors le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, bloquent certaines lois, il reste au président la possibilité d'adopter ces lois directement par ordonnance. Donc, les législateurs ont accordé cette possibilité pour qu'on évite des situations de blocage total. Mais si cela arrivait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai que pour la plupart des Ivoiriens, ce ne serait pas le scénario idéal. Parce que si on se retrouve dans un scénario où l'Assemblée nationale est contrôlée par l'opposition, on va en réalité se retrouver dans une situation où les deux forces, c'est-à-dire la présidence et le Parlement, vont se neutraliser. Ils vont passer le temps à se neutraliser. Bien même quand le président pourrait voter des lois, faire passer des lois par ordonnance, on sera quand même dans une espèce de démocratie qui marche sur un seul pied. Ce n'est pas l'idéal. D'accord. Très bien. Je voudrais réagir sur la question. D'abord, on n'est pas tous unanimes sur le plateau pour dire que l'opposition est très faible pour l'emporter. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas minimiser la capacité de cette opposition qui, quand même, est issue de deux grandes formations politiques que sont le PDCI d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo, qui était l'ex-président du PDCI oui, et un FPI qui n'est plus totalement le un même. FPI qui a boycotté les élections pendant près de 10 ans et qu'on a vu un peu le taux de l'électorat qui a quand même baissé considérablement. Il ne faut pas vendre l'ours avant de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire qu'il faut être très méfiant en faisant certaines affirmations sur les chances. Moi, je donne égale chance au pouvoir comme à l'opposition
Monsieur Boni, vous aimez beaucoup les chiffres. Vous pouvez nous les rappeler? Oui, j'ai beaucoup de chiffres. Par rapport à... Oui, évidemment. Non, les chiffres non, par rapport à cet échiquier. Oui, évidemment, parce que je vois bien 255 candidats. 255 candidatures ne veut pas dire forcément gagner les 255 sièges. On a tout le nord de la Côte d'Ivoire qui est déjà pour tout le nord, ça fait moins du tiers de l'électorat sur l'ensemble du territoire. Moins du quart de l'électorat sur l'ensemble du territoire. Déjà, on a tout le nord qui est RHDP. Sans compter que dans le sud, n'oubliez pas que cette opposition, quoique divisée, a quelques leaders qui pourraient gagner dans leur zone, comme Mabri Touakeus à l'ouest. Il est un peu roi chez lui, hein. Il gagnera des sièges chez lui. Henri Konan Bédié sera roi dans certaines zones du centre. Et Laurent Gbagbo sera roi dans certaines zones également de l'ouest. Et donc, maintenant, les autres vont se batailler l'ensemble. Et donc, quand on met toute cette opposition ensemble, il faut s'attendre à ce que le jeu soit véritablement égal. Donc, il ne faut pas... D'accord, M. Aristide. Donc, je voulais dire, pour ce qui concerne, si l'opposition arrivait à gagner cette élection, j'allais dire la majorité, je pense que il faut faire... On va faire la politique fiction. Hein. Vous l'avez déjà... je vous emboîte aussi le pas aussi. Fiction pour fiction, vous avez remarqué que depuis l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le président Ouattara n'a pas changé de gouvernement. Il n'a pas changé de Premier ministre. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé, toutes les critiques contre le troisième mandat, la manière dont les élections se sont passées, le président Ouattara, qui ne manque pas de sagesse, regarde bien les élections législatives qui arrivent, dont on aurait pu proroger, j'allais dire même reporter l'échéance de mars. Et il attend bien évidemment les résultats de ces élections législatives pour essayer d'établir sa gouvernance politique. Et ne soyez pas surpris, fiction pour fiction, et nous sommes dans la fiction, que le président Ouattara, après ces élections, voyant le résultat de ces élections, puisse recomposer un gouvernement en tenant compte des forces en présence. Vous parlez d'un gouvernement d'ouverture? Un gouvernement d'ouverture. Peut-être même avec un premier ministre qui pourra être issu de l'opposition, comme ça a été le cas. C'est pas la Côte d'Ivoire qui inaugure le cas. La France, Jacques Chirac a été obligé de faire de la cohabitation avec Jospin. Ça a été très, très difficile. Très difficile pour Chirac. Mais je pense que ici, pour la réconciliation, on peut se retrouver dans un gouvernement d'ouverture que le président Ouattara ferait, éventuellement pour rapprocher les Ivoiriens, les réconcilier. Moi, je rêve de cette Côte d'Ivoire réconciliée où tout le monde sera aux affaires pour bâtir le pays, où d'autres ne regarderaient pas d'autres en train de manger, conjuguer le verbe manger. Malheureusement, c'est le verbe le plus mal conjugué en Côte d'Ivoire, manger. Mais où on se mettra ensemble pour bâtir et puis pas avoir les mains dans le plan ensemble. Je crois qu'il y a des peuples de la Côte d'Ivoire où on mange de la même assiette et avec la main. Je veux voir les Ivoiriens manger de la même assiette avec la main, travailler tous ensemble. Et cette cohabitation, je pense qu'elle est encore possible. Même si l'opposition venait à gagner cette élection, le président Ouattara peut ouvrir le jeu pour que tout le monde puisse contribuer au développement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, qui n'a pas ouvert le jeu, qui gère par ordonnance, je pense que c'est la plus mauvaise manière de gouverner. Et je ne pense pas que tous ceux qui nous regardent voudraient bien nous juger de la bonne manière possible. Gouverner par ordonnance, ça a été décrié sous nos cieux ici. Je pense que sous Laurent Gbagbo, avec la gouvernance par ordonnance à cause des blocages, à cause de la situation de crise, les gens l'ont décrié. C'est-à-dire l'opposition d'alors, composée d'Henri Konan Bédié et d'Alassane Ouattara, l'avait décrié. Depuis un moment, il y a un peu de gouvernance par ordonnance aussi, quand bien même le pouvoir à la majorité à l'Assemblée nationale, et c'est décrié aussi par la même opposition. Je pense que la gouvernance par ordonnance, c'est la gouvernance dont on ne maîtrise plus du tout, j'allais dire, là où l'exécutif nous mène. Et je ne souhaite pas que ce soit le cas pour la Côte d'Ivoire. Très bien, monsieur. Oui. Juste pour dire, Mariam, que moi, je ne fais pas de fiction. Moi, je suis dans le réel. Hein? Donc, quand on dit que quand une opposition gagne les élections législatives, contrôle le Parlement, et s'il contrôle le Parlement, il propose au Premier ministre, c'est dans le cadre d'un régime parlementaire ou alors d'un régime semi-présidentiel comme en France. Je suis d'accord, oui. Donc, nous ne sommes pas dans la fiction, nous sommes dans la réalité. On est dans la dynamique de la réconciliation. Je crois que... Non, la réconciliation, c'est un gros mot. La réconciliation est un gros mot politique désormais, sur lequel on profite pour broder toutes sortes de scénarios. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans la continuité politique en Côte d'Ivoire. Nous avons vu une opposition qui a pris du retard parce que l'opposition n'a pas voulu participer aux élections présidentielles. Avec le dialogue politique et le retour à la table de négociation de l'opposition, elle accepte d'aller aux élections. Quand elle va aux élections, je l'ai déjà dit, c'est un ballon d'essai politique.
c'est pour tester ses forces, parce que pendant plusieurs années, cette opposition n'est pas allée aux élections, et teste ses forces pour préparer les prochaines échéances présidentielles. Parce que c'est un régime présidentiel, donc il faut avoir l'exécutif pour gouverner. Et même lorsqu'on lorsqu'on gouverne par ordonnance, il y a ce qu'on appelle la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on demande toujours l'avis des députés. Sauf que dans un régime présidentiel, on est capable de passer outre. Pas de passer outre, mais c'est que généralement, dans ces régimes présidentiels, dans le cas d'espèces, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, on voit bien que le RHDP est pas favori. Donc, à partir de ce moment, ce que l'opposition doit faire, c'est de se réorganiser, c'est de former les masses, de construire la démocratie, de construire les partis et de donner le réel tempo de leur vision politique. C'est ça qui est important, pour que les militants puissent suivre, adhérer, et puis, déjà en 2025, ils pourront revenir sur l'échiquier en pôle politique. Il voulait réagir, ensuite vous allez prendre la parole. Je voudrais juste rebondir sur la suggestion de mon confrère qui parlait de gouvernement d'union nationale dans un schéma de réconciliation ou alors gouvernement d'ouverture, c'est selon. Donc, je veux quand même que nous essayions de respecter un peu plus nos populations. Je parle en tant qu'Africains. Si nous avons vraiment décidé de nous engager, d'adopter ce mode de gouvernance qu'on appelle la démocratie, nous devons être capables de respecter les règles de la démocratie. C'est quoi les règles de la démocratie? Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui qu'aux États-Unis, où le pays est totalement divisé entre les pro-Trump qui ne guettent que la première occasion pour tout casser, tout détruire, et ceux de Joe Biden qui se détestent aussi, qui détestent les autres en face d'eux. Est-ce qu'on pourrait imaginer aux États-Unis qu'on demande à Joe Biden, dans un schéma de réconciliation, il faut faire entrer les gens de Trump dans le gouvernement, il faut nommer quelqu'un de Donald Trump Premier ministre ou ministre de la Défense? Non, soyons un peu sérieux. Pendant 3 mois en France, les gilets jaunes ont tout cassé, mais littéralement tout cassé pendant 3 mois. On voyait à la tête des gilets jaunes Jean-Luc Mélenchon, opposant à Macron, Marine Le Pen, opposant à Macron. Vous avez vu, on pouvait imaginer, est-ce que vous avez entendu une seule fois quelqu'un dire à Emmanuel Macron, dans une vision de réconciliation et d'apaisement, il fallait faire entrer Jean-Luc Mélenchon dans le gouvernement ou Marine Le Pen? Soyons sérieux, chers confrères. Respectons nos populations. Vous savez ce que vous êtes en train de proposer, ça se fait partout, presque partout en Afrique. Dès qu'il y a des tensions, on propose un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'ouverture. Mais qu'est-ce qu'on remarque derrière cela? C'est les taux d'abstention qui ne cessent de grimper. Vous savez comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? C'est parce que les populations ne croient plus en la classe politique. D'accord, mais M. Saïd Penda, avant de vous donner la parole, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut adapter en fonction du contexte, c'est-à-dire on est africain, on a des valeurs, une culture très différente, par exemple, celle des États-Unis, où on est sous l'arbre à palabres, où on cherche à se réunir et puis s'entendre sous la houlette d'un sage. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'on adapte à la politique aujourd'hui? Vous savez, l'arbre à palabres en Afrique, c'est bien, j'aime bien cette image, ce visage idyllique de l'Afrique. L'Afrique qui n'a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'arbre à palabres. Il y a eu des guerres en Afrique, madame. Il y a eu des guerres très violentes. Mais quand on parle de l'arbre à palabres en Afrique, comment est-ce que ça s'est passé sous l'arbre à palabres? Les gens se réunissaient, le fautif se levait, il confessait ses crimes, il demandait pardon aux victimes. Mais là, nous sommes dans un pays où on sent... Personne n'a jamais confessé le moindre crime. Il y a eu récemment 85 morts lors de l'élection présidentielle. Vous pensez que réellement on fait sérieux de passer tout cela comme ça par perte et profit? Très bien. D'accord. La meilleure façon de faire sérieux, c'est de rendre justice. c'est de mettre fin à l'impunité. Et cela, je le dis de façon constante. Bien sûr, ma position, elle relève du pragmatisme journalistique. Nous sommes dans un régime présidentiel fort, je l'ai déjà dit. Quelle que soit l'issue, le président reste président, il ne présente pas de Premier ministre devant le Parlement. Il sera libre de maintenir le Premier ministre actuel, Ahmed Bakayoko, qui n'a jusque-là pas commis de faute majeure qui puisse
nécessiter un limogeage, parce que là encore, ce sera difficile d'expliquer aux populations pourquoi est-ce qu'on évince Ahmed Bakayoko, ça risque de créer une autre crise. Bon, bref, mais je pense que, quelle que soit l'issue, le président Alassane Ouattara, la Constitution le lui permet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le lui permet. Mais il y a quelque chose de fondamental. C'est l'apport de la justice dans la construction démocratique. Vous voyez, si le président devrait, par exemple, nommer un gouvernement d'union comme le suggère Félix, ce serait parce qu'il l'aurait voulu et non parce que la Constitution le lui impose. Mais effectivement, nous sommes dans un contexte où il y a eu quand même 85 morts. Voilà. Et les États-Unis, la France, il n'y a pas eu de morts autant. Voilà. Et donc, nous sommes dans un contexte où il y a 85 morts et il faut poser des actes allant dans le sens de la réconciliation, d'où par exemple la nomination du ministre Kouadio Konan-Bertin, issu du PDCI. Voilà, c'est déjà un début de gouvernement. Sauf que ce n'était pas quelqu'un qui avait appelé au boycott, qui a entraîné la mort de 85 personnes. Alors, sauf que nous sommes dans... alors, la nomination du ministre Kouadio Konan-Bertin, issu du PDCI, et participe déjà de cette volonté d'ouverture. Le président aurait pu nommer une autre personne indépendante, tout cela qui n'a pas forcément appelé au boycott. Et donc, pour moi, l'apport de la justice est crucial. Voyez-vous, il y a eu 85 morts. Un jeune décapité à Daoukro, un gendarme sorti d'un cortège ministériel, assassiné de façon la plus bestiale, une grand-mère de 83 ans qui a été massacrée à l'incendie à Toumoudi. Et on essaye de passer tout cela par pertes et profits. Voilà, vous dites pertes et profits, il y a quand même eu des arrestations. Justement, il y a eu des arrestations, mais qui on a arrêté? C'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Maurice Kakou-Dikayue bénéficie d'une liberté provisoire? Parce que Maurice Kakou-Dikayue faisait partie de la coalition qui a appelé à la désobéissance civile. Avait-il le droit d'appeler à la désobéissance civile ou non? La jurisprudence nous dit oui. OK? Mais Maurice Kakou-Dikayue n'a jamais dit à quelqu'un d'aller décapiter une personne à Daoukro, n'a jamais donné d'instruction, du moins pour ce que nous savons, à moins que la justice ait ces éléments, et dans ce cas, elle aurait tort de les mettre en liberté provisoire. En justice, la responsabilité est individuelle. Et malheureusement, dans certains contextes africains, cela pose un problème. Vous partez, par exemple, arrêter des jeunes qui manifestent à Zata, ils sont dans ils tiennent un checkpoint, vous partez les rafler sous le prétexte qu'un gendarme a été tué là. Tant que vous n'arrêtez pas les personnes qui ont porté le coup de grâce aux gendarmes, vous finirez par les libérer. La justice doit faire son travail. Et cela, on n'a pas besoin de lui donner des instructions pour cela. Quelqu'un qui vient prendre des urnes, comme ce qui s'est passé à Bassam, sous les yeux de la police, on l'arrête. Et on le juge pour destruction de biens publics. On n'a pas besoin qu'un ministre garde des Sceaux appelle un juge d'instruction pour cela. On n'a pas besoin que le président de la République donne des instructions dans ce sens. La justice doit faire son travail. Et vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, comme l'exemple revient. Trump a dit marcher sur le Capitole. Il n'a jamais donné d'instruction à quiconque d'aller voler dans le bureau de Nancy Pelosi. Voilà. Et donc, ceux qui sont allés voler dans le bureau ont été arrêtés. Mais Trump a été acquitté parce que tout ce qu'il a dit, c'est marcher sur le Capitole. Oui, mais c'est quand même de l'incitation à la révolte. Justement, ça c'est un long serpent de mer en Afrique. Incitation à la violence, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, vous me dites, mais ça c'est incitation à la violence. Et puis je peux dire, Mariam Touré, je pense que vous m'avez insulté parce que... Non, ce sont des serpents de mer. La justice promeut la responsabilité individuelle. Et cette responsabilité doit être prouvée par des faits, par des preuves irréfutables. Donc, malheureusement, comme il y a une sorte de... comme on bâcle souvent les enquêtes, eh bien, on arrive à cette forme d'impunité que j'abhorre, mais qui me répugne. D'accord, donc le donneur d'ordre ne devrait pas être interpellé. Mais qui est le donneur d'ordre? Ce sont les exécutants. Le donneur d'ordre, on doit le prouver. Voilà, il ne suffit pas... Mais il y a des documents, il y a... Non,
La personne qui Oui, dit, vous allez la intervenir. personne qui dit, je lance un appel à la désobéissance civile. La question est-ce que l'ancien appel à la désobéissance civile est un crime? Question. Et je vous dis, la jurisprudence répond non, parce que l'appel à la désobéissance civile a été déjà fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que la jurisprudence répond à cette question-là? Est-ce que l'ancien appel à la désobéissance civile peut entraîner de la violence? Ça peut entraîner de la violence. Comme Trump a dit, marcher sur la présidence, sur le Capitole, et des gens sont entrés dans le Capitole. Ça peut entraîner la violence. Mais les responsables sont les auteurs de la violence. Il faut que ce soit très clair. Et tant que il y a, par exemple, on finit de faire cette émission, et puis il y a un accident devant la RTS que je ne souhaite pas, et puis on prend les journalistes ici, on dit, ben, c'est parce que vous avez fait une émission tard la nuit que... Mais ça ne marchera pas. La responsabilité est individuelle. Et tant que la justice, dans nos pays africains, ne fait pas l'effort de situer les responsabilités de façon individuelle, on assistera toujours à ces arrestations, à ces libérations. Regardez par exemple le cas d'Alain Lobognon. Ses compagnons ont été arrêtés en marge d'une conférence de presse. Certains ont été libérés, d'autres sont encore en prison, dont lui. Jusque-là, on ne sait pas. La responsabilité. Marie, je voudrais dire quelque chose. Attendez, André vous allez intervenir. Il voulait intervenir. On n'est pas en train de sortir du débat Voilà, sur les législatives parce que moi, je pense que je vais peut-être répondre rapidement. Et Non, excusez-moi, on ne sort pas du débat. La question que j'ai posée était de savoir les conséquences. En fait, si jamais l'opposition était majoritaire. Et donc là, on parle un peu du fait que l'opposition puisse arriver à la majorité. Comment? Et puis comment éviter qu'il y ait également des troubles? Donc il est en train de donner son point de vue. Oui, non, je vais peut-être revenir sur des discours qui tendent à faire pointer un doigt accusateur sur la justice. Je me suis, moi, offusqué de voir qu'on demande qu'on passe par perte et profit, tout ce qu'il y a eu comme violence lors des dernières présidentielles. C'est pas ce qui a été dit là. Maintenant, que des gens partent de cela pour dire qu'il y a un problème avec la justice, mais je veux bien, mais je ne veux pas que nous nous limitions à des exemples que je trouve personnellement quelque peu légers. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces présidentielles? C'était notoire, c'était public. Des hommes politiques ont appelé clairement à des actions. Quelles actions? Les hommes politiques ont clairement... Non, on est dans les faits. Des hommes politiques ont clairement demandé un boycottage actif. Et ils sont allés plus loin. Ils ont demandé, dans des déclarations publiques où ils étaient tous ensemble assis à la même table, ils ont demandé à leurs militants de s'opposer à ces élections par tous les moyens. C'est une citation. Par tous les moyens. Ils n'ont jamais ajouté la précaution que les hommes politiques prennent dans d'autres pays où, quand ils disent par tous les moyens, ils ajoutent par tous les moyens légaux. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas ajouté légaux. Alors, quand vous appelez vos militants à s'opposer à une élection par tous les moyens, vous êtes pénalement, là je ne donne pas des états d'âme, c'est le droit, vous êtes pénalement responsable. Que ce soit en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France ou dans n'importe quel autre état de droit, vous êtes pénalement responsable. Très bien. On appelle ça la responsabilité. On va rapidement vous demander à chacun. La responsabilité, elle n'est pas individuelle. Et collective. Et je voulais prendre l'exemple du Rwanda avec les Radio 1000 collines. C'est pas ceux Chacun de vous va prendre la parole quelques secondes, puis on va évoluer dans la discussion. C'est pas ceux qui lançaient les messages à partir des Radio 1000 collines qui allaient tuer sur le terrain, mais ils ont été jugés. C'est pas ceux. Non, parce que lui, il a donné. Oui, mais Saïd vient de donner un exemple précis. Donc, ce que tu dis, André Sivert-Conan, c'est que il faut que les gens soient responsables. Même dans notre métier de journaliste, il y a une loi sur la responsabilité. Et oui. Quand tu aurais déposé une question, qui a dit attendez, on va... par tous les moyens, qui l'a dit? C'est Saïd qui a donné la citation. Je peux répondre. C'est Pascal Afeguessan, c'est une déclaration publique. M. Gikawe est revenu dans une autre conférence de presse, il a tenu les mêmes propos. La responsabilité est individuelle. D'accord, donc ce qu'on va faire, vos points de vue sont très tranchés. Votre intervention, elle est terminée. Oui, je voulais juste finir pour dire que ce qui est important, il y a une légitimation de la légitimité des prises de la parole publique.
il y a cette responsabilité. Vous prenez une parole courageuse, mais il faut qu'elle soit responsable. C'est tout ce que je veux dire. Très bien. Monsieur Bonnet. Moi, je pense que c'est une page qu'il faut tourner. Et quand on décide d'aller à l'apaisement, de réconcilier un peuple, je pense que celui qui veut la réconciliation, qui a nommé un ministre de la réconciliation, qui plus est a été son adversaire à l'élection présidentielle, s'il veut la réconciliation, c'est parce qu'après avoir gagné les élections présidentielles, il veut avoir une gouvernance paisible et apaisée. Et quand on veut avoir une gouvernance paisible et apaisée, je crois qu'on réunit tous les moyens. On ne reste pas dans des postures radicales pour pouvoir avoir une situation apaisée. Je pense, et je le dis tout le temps quand je suis sur un plateau, que c'est celui qui est au pouvoir. C'est comme une femme dans un foyer, c'est elle qui apaise le foyer. Quand le foyer il est chaud, c'est la femme. Quand il est froid, c'est la femme. Quand le repas il est froid, il est chaud, il est salé, il est pimenté, c'est la femme. Et celui qui est au pouvoir, généralement, c'est celui qui crée des conditions de l'apaisement. Un gouvernement d'ouverture, moi je ne suis pas en train de pousser le président Ouattara à faire un gouvernement d'ouverture, mais je pense que dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, un gouvernement d'ouverture contribuerait éventuellement à baisser un peu les tensions. Ouvrir le gouvernement pour que des gens, ceux qui sont peut-être dans certaines postures, qui ont certaines aigreurs ou certains rancœurs, certaines rancunes, puissent éventuellement contribuer au développement. La contribution au développement, je pense que quand tout le monde est en train de travailler, on a moins de soucis, moins de temps à réfléchir à la vengeance que lorsque chacun est dans son camp, il ne fait rien. L'autre, l'oisif, c'est celui qui cherche les moyens pour pouvoir aller à l'encontre de celui qui est en train de travailler. Donc, ce sont des suggestions que je fais. Et quand vous prenez le cas des États-Unis dont vous avez parlé tantôt, aujourd'hui, quand vous prenez le sénateur Mike Pence, quelles sont les positions du sénateur Mike Pence? Mais il y a une volonté d'apaisement. Je suis persuadé que si on en était arrivé à une situation de blocage, Joe Biden allait essayer d'une manière ou d'une autre, d'essayer de ramener un peu les autres pour qu'ils puissent avoir une certaine marge de manœuvre pour pouvoir... Mais c'est vrai, on a une situation très présidentialiste en Côte d'Ivoire qui permet au président de pouvoir avancer sans véritablement contourner le Parlement. Mais contourner le Parlement, c'est une mauvaise gouvernance, c'est une malgouvernance. Quand bien elle est inscrite dans notre Constitution, on a voté des constitutions qui ne sont pas totalement parfaites. Et notre Constitution elle mérite d'aller un peu vers la perfection. Et ces éléments comme la gouvernance par ordonnance, ce sont des éléments qu'il faut certainement penser à extirper dans les années de réaménagement à venir. Très bien, nous allons tout à l'heure changer de chapitre et parler de l'engouement pour le scrutin. On constate qu'il y a énormément de jeunes qui se présentent. Selon vous, c'est la classe politique qui rajeunit, renouvellement générationnel, monsieur? Oui, c'est un renouvellement générationnel. Vous savez que de plus en plus les elders avaient décidé, pas qu'ils avaient décidé, mais un parmi eux avait décidé, le président Ouattara avait décidé de partir. Il souhaitait que tous aillent. Et le discours Afrique de Macron, il en a parlé, le renouvellement générationnel. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes qui se présentent en indépendant parce qu'ils estiment que pendant des années, ils ont été sur le terrain, ils sont au contact des populations et ils ont l'appel de ces populations. Sauf que quand ils sont dans les partis et après ils deviennent indépendants, c'est surtout, ça pose le problème de ceux qui ont le contact avec le terrain et ceux des cadres qui sont dans le parti et qui financent le parti. Donc il y a ce débat, il y a le choix, il y a l'arbitrage pour le choix des candidats et généralement il y en a qui n'acceptent pas. C'est pour ça que le HDP avait proposé que ceux qui candidatent à la candidature puissent donc prendre un engagement sur l'honneur. Certains n'ont même pas respecté parce qu'ils estiment que sur le terrain, ils sont là. Mais c'est de bonne guerre. Il faut que dans la démocratie libérale, qu'on laisse les gens s'exprimer. Sauf que les partis sont assez disciplinés et il y a une discipline du parti et je pense qu'il y aura des sanctions qui vont tomber pour ceux qui n'auront pas respecté les disciplines du parti dans tous les états-majors. Mais c'est bien que les jeunes viennent. Vous vous souvenez qu'on a posé la question, quand Denis Epoté pose la question à Laurent Gbagbo lors de sa dernière sortie parlant des jeunes, le président Gbagbo a dit ceci: pourquoi vous parlez à la place des jeunes? C'était un appel aussi à ces jeunes de prendre leurs responsabilités. Et dans votre introduction, vous avez parlé des femmes. Peut-être que j'anticipe, on y reviendra. Il y a ce problème des jeunes et des femmes. Quand vous êtes dans une assemblée, très peu de femmes lèvent même la main pour parler. Et alors qu'on a besoin des femmes, parce que les femmes, lorsqu'elles sont au pouvoir, lorsqu'on dirige, même dans les sociétés, ont des bons résultats sur le plan managérial. Et d'ailleurs, vous avez vu que ce plateau n'est pas très enflammé, parce que c'est une femme qui dirige ce plateau aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc,
Les jeunes ont leur place et c'est le moment pour les jeunes de prendre leurs responsabilités. Monsieur André Sylvain Conan, on parle également donc des jeunes et des femmes. Oui, absolument. Voyez, regardez un peu le contexte dans lequel nous évoluons. C'est un contexte où vous avez le PDCI qui est dirigé par le président Henri Konan Bédié depuis plus d'un quart de siècle. Vous avez le président Laurent Gbagbo qui dirige le FPI ou sa branche GOR, on va dire, depuis justement, depuis près d'un quart de siècle aussi. Et vous avez le président Alassane Ouattara qui a dirigé le RDR, qui dirige aujourd'hui le RHDP, presque pendant la même période. Alors, ceux-là, ces dirigeants qui ont un fort charisme et un fort leadership, sont venus à la politique avec ceux de leur génération. Et aujourd'hui, ils sont des septuagénaires, des octogénaires, et il y a une volonté de la part des jeunes de ne pas tout à fait brusquer les choses. Pourquoi? Parce que Pascal Affi-N'Guessan a essayé un peu au niveau du FPI, on l'a accusé de vouloir tourner la page de Laurent Gbagbo, il a les problèmes qu'il a aujourd'hui. Guillaume Soro a essayé d'aller un peu plus vite selon ses profondeurs. Il est en exil aujourd'hui. Kouadio Konan Bertin a essayé au niveau du PDCI d'aller un peu plus vite. Il est aujourd'hui mis en minorité au niveau du PDCI. Et donc, il faut voir avec le contexte ivoirien où l'aîné et vraiment, on respecte beaucoup l'aîné, on ne parle pas trop quand l'aîné est là, quand le chef... Il y a des traditions encore aujourd'hui où le chef meurt au pouvoir. Alors, dans ce contexte, les jeunes ont compris qu'ils n'arriveront pas au top management sans une implication d'eux-mêmes, sans forger leur propre leadership. Et de ce fait, les législatives sont pour eux une bonne façon de promouvoir leur propre leadership dans la perspective de la recomposition du schéma du monde politique, du microcosme politique ivoirien en 2025. Concernant les femmes, c'est un peu ma petite déception parce que les dirigeants ont fait leur part en disant 30%. Quoique, là encore, j'aurais aimé qu'au niveau des institutions où on nomme, ce soit encore plus prégnant. Mais les institutions ont fait leur part, 30%. Mais je vous assure qu'aucun des partis significatifs, RDR, PDCI, RHDP, PDCI et EDS, aucun des partis significatifs n'a pu atteindre les 30%. Ça, c'est quelque chose à régler. Mais il y a plusieurs explications. La première, c'est que les femmes elles-mêmes ont leur propre part de responsabilité. Et je donne cet exemple constant depuis un bon bout de temps. Je dis, regardez dans le milieu de la presse. Moi, je suis patron de presse. Mais je cherche aujourd'hui, j'ai une collaboratrice qui s'intéresse aux questions politiques, mais je suis à la recherche d'une femme qui va venir traiter les questions politiques, qui va venir faire le décryptage, faire des éditoriaux. Voilà, aujourd'hui à la RTI, moi je suis très content de faire un débat avec Mariam Touré, qui mène très bien le débat. Peut-être qu'un homme aurait fait beaucoup, beaucoup moins, en dehors de toute flatterie. Mais les femmes sont brillantes, qu'elles explosent, qu'elles fassent prévaloir leurs compétences. Parce que personne ne leur fera cadeau, surtout sur le plan politique. Mais il y a aussi les pesanteurs culturels. Tout à fait. Il y a vraiment des pesanteurs culturels où une femme aujourd'hui, il y a encore cette conscience qu'il faut éveiller sur le fait qu'une femme n'est pas bonne seulement qu'à préparer, à attendre monsieur à la maison. Il y a certains hommes qui n'acceptent pas le leadership des femmes. Et bien sûr, des élections législatives, c'est un leadership public. Certains maris prennent souvent ombrage de ce leadership public et ça freine certaines femmes qui, effectivement, préfèrent préserver leur foyer. Très bien. Monsieur sur cette question, je voudrais dire que essayons de ne pas toujours lire les événements que nous vivons sous le prisme local. Autrement, nous finissons par dépeindre
un visage assez négatif, faisons toujours l'effort de rechercher et de regarder ce qui se passe ailleurs. J'ai peut-être la chance d'avoir travaillé dans au moins une quinzaine de pays africains et donc d'avoir vu aussi comment ça se passe là-bas. Je fais quelquefois l'effort aussi de regarder ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays qu'en Afrique. Vous savez, en France, là-bas aussi, on impose des quotas aux partis politiques. L'Union européenne, 42% de femmes. Voilà, vous voyez, en France, on impose des quotas. Dans l'Union européenne, au Parlement européen aussi, on impose des quotas. Mais si nous nous limitons à simplement regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous donnons l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est un cancre démocratique, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Donc, on peut quand même, après avoir dit cela, regretter que les partis politiques n'aient pas fourni suffisamment d'efforts pour amener plus de femmes en politique. C'est bien beau de dire, oui, la responsabilité des femmes, mais en réalité, il y a toutes les pesanteurs culturelles, il y a l'image même que nous renvoyons de la femme, qui fait que la femme, est-ce que nous faisons toujours assez de place aux femmes? Je le dis comme ça parce que c'est peut-être l'un des partis qui a eu une sorte de débat sur la question des candidatures féminines, le RHDP, pour ne pas citer ce parti. Ça a été houleux. Madame Kandia Camara, elle a vraiment voulu faire du forcing pour dire « nous allons respecter les 30%, je veux que vous me donniez les places des femmes ». D'accord. Mais on a vu qu'elle n'a pas pu mener ce combat jusqu'au bout. Elle a été très rapidement mise en minorité et c'est regrettable. Mais au moins, ce parti déjà a eu le mérite qu'il y ait eu ces débats robustes sur la question des candidatures féminines. Je n'ai pas entendu ces débats ailleurs au niveau des autres partis politiques, de l'opposition notamment. Très bien. Moi, je voudrais réagir sur la question. En ce qui concerne les jeunes, on est un pays comme la plupart des pays africains qui a plus de 70% de jeunes. Donc, c'est de bonne guerre que les jeunes parlent des jeunes, qu'ils soient représentés là où il faut pour pouvoir poser leurs préoccupations, leurs problèmes. Et puis, je rejoins encore André par rapport à la classe politique, cette gérontocratie qui s'impose toujours encore sur la scène politique ivoirienne, malheureusement, parce que aux âges que nous avons actuellement, nous sommes considérés pratiquement comme des gamins si nous étions militants de certaines formations politiques. C'est vraiment à déplorer. Donc, qu'il y ait des jeunes qui s'engagent dans la politique, c'est une bonne chose, c'est de bonne guerre. Toutefois, il faut qu'il y ait des jeunes qui n'aillent pas à la politique pour conjuguer le verbe manger, mais qu'ils aillent à la politique pour véritablement concevoir l'avenir. C'est à peu près 2-3 millions. C'est à peu près 2-3 millions le salaire, député. Oui, 2-3 millions de salaire. Parfois, des gens ils regardent ce salaire pour aller se battre. C'est ce salaire qui peut-être attire certaines personnes, mais je pense que l'Assemblée nationale, c'est le creuset des débats, c'est là où on va pour défendre les intérêts, là où on va pour faire la projection d'un État de son présent à son futur. Et donc, il faut qu'il y ait de bons jeunes qui aillent représenter effectivement. Parce que si on regarde l'argent, c'est ceux qui regardent l'argent qui vont être les transhumants politiques qui sont élus demain, qui vendent leur élection à des formations politiques. Ça, ce n'est pas intéressant. En ce qui concerne les femmes, je suis d'accord qu'on parle de quotas, qui est devenu un modèle pratiquement dans le monde. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord sur les questions de quotas, qui, quand bien même ne sont pas en fait ivoiriens, à l'Union européenne, en Europe, aux États-Unis, partout. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon que je trouve réducteur par rapport à la femme. Parce que quand on parle de la question du genre, chez moi, ça ne doit pas être du favoritisme pour mettre la femme à un certain niveau. Ça doit être l'égalité de chance pour chacun des deux sexes. Et l'égalité de chance voudrait dire que à diplôme égal, salaire égal, tous ces éléments, ça veut dire que moi, je n'ai que des filles. Je n'ai que des filles. Mais je n'éduque pas mes filles comme des filles. Je les éduque comme mes enfants qui vont demain se battre avec n'importe qui, que vous soyez un homme ou un garçon, pour qu'elles aient les mêmes chances que les autres personnes en face d'eux. Quand vous parlez de 30% de femmes, la preuve, le RHDP n'a pas pu avoir les 30%. Vous savez pourquoi Mme Kandia n'a pas pu avoir les 30% de quotas? Parce qu'elle n'avait pas de femmes qui étaient capables de faire gagner le RHDP, les 30 sièges, les 30% de sièges là. Elle n'avait pas de femmes capables qui pouvaient le faire gagner ça. Donc c'est maintenant que nos partis politiques ici sous nos cieux doivent éduquer
les femmes dans leur formation politique, les jeunes filles, pour qu'elles se préparent à ce leadership demain. Sinon, il ne faudrait pas désigner des femmes, à les mettre à des postes compétitifs avec d'autres formations politiques. Simplement parce qu'on veut avoir 30%. Nous avons combien 1000, vous permettez, 1587 candidats à la candidature. On en a 212 femmes sur 1587. Ça fait 13,33% de femmes. Nous avons 1375 hommes. Ça fait 86,66% d'hommes qui ont voulu aller à ces élections. Vous voyez que le quota, il est suffisamment bas. Donc, c'est à chacun de nous d'éduquer nos sœurs, nos filles, pour qu'on ait des femmes capables de rivaliser à chance égale avec les hommes, pour que demain, on n'ait pas à imposer des quotas. Et ça, le Sénégal l'a bien compris. 43% des femmes au Sénégal sont dans les parlementaires. Regardez les femmes sénégalaises. Ce sont des femmes qui rivalisent à chance égale avec les hommes. Tout à fait. Même dans les débats sur Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, on est entre 12 et moins de 20%. Alors, Boni, ce n'est pas réducteur que d'inciter les femmes à venir à la politique. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Quand on constate qu'il y a un problème, ça s'est passé dans l'éducation au Cameroun, lorsqu'on s'est rendu compte que le nord du Cameroun était sous-scolarisé, on a permis qu'à ceux qui avaient un diplôme très bas d'entrer dans les écoles pour rattraper les autres et inciter les autres à venir. Ce n'est pas réducteur, c'est juste une stratégie que l'on utilise. Maintenant, pour revenir à ce qui est important, là je m'adresse, tu me permets, Mariam, à Saïd Penda, qui a beaucoup insisté sur nos cultures, et je crois que André Sylvain-Conan avait parlé de nos députés. Est-ce qu'il y en a des spécialistes des questions de terrorisme, du CFA, de l'éco, et ainsi de suite. Alors, ça pose le problème de la tropicalisation de nos connaissances, de la tropicalisation de nos méthodes, de l'inculturation de nos pratiques. Et c'est une démarche culturelle. Et je voudrais que Saïd, qui a beaucoup travaillé dans la sous-région, nous dise, parce qu'en réalité, nous avons, en France, ce n'est qu'en 1958, avec la Ve République, la femme a eu le droit au vote. Et on sait que dans la charte du Mandé, et Saïd a beaucoup travaillé au Mali, dans la charte du Mandé, on parlait déjà des droits de l'homme et des droits de la femme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, donc, à partir du Sud, à partir de chez nous, concevoir des solutions endogènes pour donc concevoir un système de notre cité pour qu'on puisse agir de notre manière? Très bien. Alors, on est déjà au terme de cette émission. Je vais vous donner 45 secondes, s'il vous plaît, par intervenant pour votre mot de fin. Monsieur André Sylvain-Conan, en 2 phrases. Alors, moi, j'espère, je l'ai dit au début de cette émission, que ces joutes électorales vraiment vont consacrer la démocratie. Pour moi, certes, il y a eu des problèmes, il y a eu une crise électorale assez grave, au moins 85 morts, mais l'enjeu principal de ces législatives qui viennent, c'est le retour à l'orthodoxie démocratique. C'est vraiment important, le retour à l'orthodoxie démocratique. Très bien, je vous en prie. Oui, non, comme un mot de conclusion, nous ne pouvons tous que souhaiter cela, une belle bataille, mais vraiment une belle bataille électorale où des gens vont vraiment au niveau local, parce que c'est des élections quand même qui se passent à des niveaux, au niveau local, où des gens vont s'exprimer, les gens vont pouvoir... Dans la fête, moi j'ai vécu beaucoup d'élections en Afrique. Je garde le souvenir des élections en Afrique du Sud. Vraiment un pays qui a connu tout ce que nous savons comme traumatisme, comme violence. Comme violence, c'est une société extrêmement violente. Mais quand il s'agit de la politique, les Sud-Africains, ils font la politique en dansant. Je crois que c'est un exemple qui devrait inspirer le reste de l'Afrique. Bon, il y a quand même des morts, des fois. Pas pendant les élections en Afrique. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un bon exemple en termes d'élections dans la sous-région, alors que c'est quand même l'un des pays phares. Je dirais même que c'est le pays phare de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le Niger nous a donné l'exemple avec des élections présidentielles et législatives couplées, dont les résultats ont été donnés sans qu'on ait entendu qu'il y a un seul bulletin déchiré. Le Burkina Faso nous a donné un bel exemple d'élection sans qu'on ait entendu le moindre bruit au Burkina Faso. Il appartient à la Côte d'Ivoire de suivre ces exemples et de donner le bel exemple, parce que on pourra rapidement tourner la page du 31 octobre
rouvrir une nouvelle page pour que la Côte d'Ivoire renoue avec des élections apaisées et surtout transparentes pour que l'apaisement suive. Monsieur Aristide, oui, Saïd Penda a cité l'Afrique du Sud, moi je cite le Rwanda. Le Rwanda, les élections, c'est la fête. Et je voudrais surtout souhaiter beaucoup de chance à ce pays qui m'a recueilli dans la rue et qui m'a donné ce prestige international. Et je voulais dire à tous les Ivoiriens que c'est un pays qui offre la chance à tout le monde de réussir. Et il ne faudrait pas que ce qu'ils donnent aux autres, qu'ils ne puissent pas se le donner à eux-mêmes. Vous devez être fiers d'être Ivoirien, c'est dit dans votre hymne national. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous arrêter à un moment donné et dire, mais on se bat beaucoup, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter maintenant? Il est temps d'arrêter maintenant et de construire cette belle Côte d'Ivoire qui va encore offrir des opportunités à de nombreux Africains. Messieurs, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci, Mariam. Débat politique. Et félicitations, Mariam. Merci beaucoup à vous. Félicitations. Merci bien. Félicitations, Mariam. Merci bien. Alors, les forces politiques ivoiriennes, c'est-à-dire le pouvoir en place et l'opposition, s'affrontent le 6 mars 2021 pour les législatives. L'Ivoirien est en droit d'attendre que le jeu politique, la démocratie soit boostée à nouveau avec l'implication de tous les partis politiques. Un bon taux de participation des électeurs dans la paix et dans la quiétude est une aspiration tellement légitime. L'échiquier politique actuel est à confirmer ou à redéfinir, c'est selon. Le poids réel des forces politiques en présence en découlera de source. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.